Merci mesdames, merci messieurs. Vous le savez très bien, la République démocratique du Congo, c'est un pays solution, pays émergent. Alors, il y a beaucoup de qualificatifs par rapport à ce sujet. Alors, quels sont les défis à relever pour son développement économique? Alors, la question sera posée au professeur Patrick Onoya dans ce magazine Savoir Plus sur votre télévision. Patrick Onoya, professeur, bienvenue. Merci, merci mon frère. Je rappelle que vous êtes économiste de formation et vous animez plusieurs conférences sur la ville, même à travers le pays, par rapport à ces sujets économiques et pour également, en tout cas, booster la crème intellectuelle congolaise pour s'intéresser beaucoup plus aux questions économiques. Tout à fait. Voilà. Et tout à fait, c'est ça. Vous allez très bien. Après les tumultes d'élection, la vie, elle est normale. 73% de réussite pour le chef de l'État, pour lequel nous avons battu campagne. Je rappelle que nous avons publié un recueil de 75 actions clés du chef de l'État, pour lequel nous avons participé à la communication, avec un résultat comme 73%. Je crois que j'ai même pris 1 kilo de plus. Voilà, il y a du coup à vous féliciter, vous qui êtes vraiment les fervents fidèles de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, la question... Comme nous l'avons dit, la RDC, appelée par plus d'un peuple, pays solution, pays émergent d'ici l'horizon, je crois, 2030. Oui. Alors, les défis sont énormes pour relever son économie. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour parler, en tout cas réellement, de son flairant économique sur l'ensemble de son territoire national? Alors, permettez-moi de faire un petit recul historique, parce que c'est toujours bon de savoir d'où on vient. D'où nous venons, oui. Afin de comprendre, moi je dis ce que le chef de l'État veut faire pour son second mandat, c'est une révolution économique. Et lorsque je dis révolution économique, eh bien je pèse mes mots, je vais expliquer pourquoi. La République démocratique du Congo a le même modèle économique depuis 1908. De 1885 à 1908, c'est Léopold II qui était le maître. Et Léopold II a beaucoup plus travaillé sur l'agriculture d'exportation, l'agriculture de rente, EVA et ainsi de suite. À partir de 1908, lorsque Léopold II cède le Congo à la Belgique développe un modèle économique dit d'extraction, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est l'industrie extractive qui était le moteur de développement du pays. Mais on va se rendre compte que depuis 1908 jusqu'à ce jour, nous avons toujours le même modèle économique qui est basé sur l'industrie extractive. Parce que l'industrie extractive contribue à plus de 70% dans la formation du budget de l'État. Voyez? Mais malheureusement, cette industrie extractive ne contribue qu'à moins de 25% de la création des emplois. Ceci déjà démontre les limites de l'industrie extractive. Lorsque Félix Tshisekedi pose le problème de la diversification de l'économie comme pilier de son second mandat, il touche exactement, n'est-ce pas, là où le bas blesse. Il faut dire que ça doit changer. On va se rendre compte que l'économie de la RDC a subi des fluctuations indépendante à sa bonne volonté. Pourquoi? Parce que l'économie extractive veut que tout ce qui se passe dans votre économie ne dépend pas de vous. Parce que le prix du cuivre ne se fixe pas par le Congolais. Le prix du cobalt ne se fixe pas par les Congolais. Le prix du coltan ne se fixe pas par le Congolais. Et toutes les matières premières. Le modèle de l'économie extractive avait déjà connu son essoufflement à partir de 1957. C'est-à-dire qu'il y avait une courbe ascendante depuis 1908, à partir de 1957, il y a eu le premier choc. Mais malheureusement, bon, l'indépendance a intervenu en 1960 et on a cru qu'on nous a laissé une économie prospère. Donc déjà en 1957, il y a eu le premier choc. Exactement, il y a eu un premier choc sur les matières premières. Là, c'est lorsqu'on a commencé à découvrir les minéraux alternatifs, n'est-ce pas? Et ça crée un choc. Mais c'est 1974 où il y a eu réellement l'effondrement du cours de minerais, n'est-ce pas? 1974, ça c'est le cimetière carrément de l'économie de la RDC. On a commencé à dégringoler. Vous vous rappellerez qu'il y a eu un premier plan de réajustement structurel les années 70 avec la Banque mondiale et le deuxième plan de réajustement structurel, n'est-ce pas, les années 80.
Naturellement, il y a la situation politique, les deux pillages de 1991 et 93 qui n'ont pas aidé. Mais il faut admettre aussi que l'entrée de la FDL a occasionné un autre pillage. Donc là, c'était carrément la mort de l'économie. Mais on retiendra que l'économie de la RDC a commencé à renaître vers les années 2000. Mais la question, c'est qu'est-ce qui a fait renaître l'économie de la RDC? C'est la reprise du cours du cuivre. Ouais. Mais la reprise du cours du cuivre, qui la fixe? Est-ce que c'est la République démocratique du Congo? Non. C'est l'Occident. C'est l'Occident. Ouais. Cela veut dire que l'économie extractive est dépendante de l'extérieur. Vous n'avez pas la maîtrise sur votre économie. Alors c'est ce qui fait jusqu'à aujourd'hui que la RDC est en train de patauger pour développer son économie. Absolument. Vous vous rappellerez que vers les années 2010-2011, avec le gouvernement qu'il y avait, c'était bon, mais il y a eu encore une chute du cuivre, n'est-ce pas? Et qui a ralenti encore l'économie de la RDC. Donc, on ne peut pas, plus de 60 ans, n'est-ce pas, après l'indépendance, ne pas être maître de notre économie. Et c'est ça la problématique que pose Félix Tshisekedi dans son deuxième mandat lorsqu'il parle de la diversification de l'économie. La diversification de l'économie, c'est de dire, eh bien, au-delà de l'industrie extractive, que pouvons-nous faire pour avoir la maîtrise de notre économie? Et lui-même, dans son programme, dans son projet de société, il parle de la diversification de l'économie par le secteur agricole. Et nous l'applaudissons, nous l'accompagnons parce que nous le disions déjà, n'est-ce pas? Et rappelez-vous qu'un gouvernement de la République démocratique du Congo a établi qu'un développement piloté par l'agriculture aura 11 fois plus d'effet qu'un développement piloté par les mines. Et bien pourquoi? Simplement parce que l'agriculture est à la genèse d'une chaîne de valeur. Parce que les mines un jour vont s'épuiser. Ça, il faut le dire clairement. Mais aussi, il faut savoir que les mines, pour qu'elles rapportent réellement, nous devons aller au-delà de l'extraction. Oui. Ça signifie qu'il faut qu'il y ait une transformation. Voilà pourquoi moi je disais... Transformation locale de ces minerais. Oui. Voilà pourquoi moi je disais même que pour inciter la transformation locale en produits finis, il faudrait commencer déjà même par débaptiser le ministère de Mines, simplement ministère de Mines. Il faudrait l'appeler ministère de Mines et Métallurgie. Ceci, c'est juste parce que la métallurgie, c'est la partie de la transformation, n'est-ce pas? Et qu'il faut, et naturellement le chef de l'État tient aussi à cela. Mais l'agriculture a l'avantage d'être génératrice de d'autres industries. Mais le comble, c'est que lorsque le chef de l'État lui-même a parlé de la... pour diversifier, bien sûr, l'économie congolaise, mais la plupart des politiques, parce que vous faites partie également des politiques, ils ne s'adonnent pas, bien sûr, à l'agriculture. Vous ne pensez pas que les chefs risquent de se retrouver également seuls dans cette politique, sans accompagnement? Eh bien, je vous remercie, mais permettez-moi, à notre honte en tant que politique, de dire que lorsque je prends ma casquette scientifique, ouais, je constate que l'Afrique australe, Zambie, Zimbabwe, Namibie, ces différents pays sont en alerte rouge au niveau agricole. Pourquoi? Parce qu'il y a une sécheresse qui ne dit pas son nom à cause du bouleversement climatique. Ouais. Et la Zambie informe déjà qu'elle ne va pas atteindre son quota annuel de production de maïs. Or, nous savons que nous, par le fait que nous ne produisons pas suffisamment, dépendons également. Donc, la Zambie ne va pas nous fournir dans quelques mois ce qu'elle devrait nous fournir. Et nous avions eu une première crise du maïs où 7 ministres du gouvernement ont fait le tour pour aller se faire remonter les bretelles. Ouais. Mais je ne vois pas aujourd'hui cet empressement au niveau du gouvernement pour savoir dans 5 mois, dans 6 mois, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il y aura encore une crise du maïs au Katanga et au Kasaï. Et il faut attendre parce que cela arrive toujours entre 10e, 11e mois de chaque année. Il faut peut-être attendre. Ah ben, attendre, c'est là on se pose des questions car on a tous appris que diriger, c'est prévoir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que ceci pose le problème du casting. Je crois que cette émission arrive au bon moment, et bien parce que nous avons un gouvernement qui va être formé. Mon point de vue, n'est-ce pas, et là je m'adresse au chef de l'État, mon point de vue en tout cas,
c'est de garder la politique, ce qu'on appelle la politique, on connaît au Congo ce qu'on appelle la politique, pour les ministères autres que les ministères du développement. C'est-à-dire, on peut avoir les critères politiques pour l'intérieur, les affaires étrangères, la justice, les droits humains, mais pour l'économie, l'industrie, l'agriculture, les PME, le développement rural, ces genres de ministères-là, il faut enlever l'esprit politique. Il faut mettre des technocrates. Ouais. Parce que le défi du dollar, de l'instabilité du dollar, ce n'est pas la politique qui peut la résoudre, c'est l'économie. Le défi de la diversification de l'économie, ce n'est pas la politique qui peut la résoudre, c'est l'économie. Le défi de l'amélioration du panier de la ménagère, ce n'est pas la politique qui va la résoudre. Le défi du maïs, c'est l'agriculture. Donc, à un certain niveau, moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut fixer des limites à la politique. Alors, mais les politiques, ce sont également qui créent beaucoup de situations parce qu'avec ces problèmes de quotas politiques, l'on oublie les questions essentielles qui intéressent bien sûr la population. Mais vous dites, on doit mettre de côté les politiques. Est-ce que d'abord, les gens sont-ils formés? Vous êtes la crème intellectuelle qui s'intéresse aux questions économiques. Est-ce que les politiques sont-ils formés pour arriver à résoudre tous ces problèmes? Non, nous disons, je ne dis pas, parce que sinon je risque d'être vilipendé. Je ne mets pas la politique de côté, mais je dis simplement que face à l'évidence, n'est-ce pas? Face à l'évidence, l'évidence s'impose. Les ministères à caractère de développement, en tout cas, mettons l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ouais. Les autres ministères à caractère politique, intérieur et tout ça, eh bien, faisons la géopolitique, faisons tout ce que nous avons à l'habitude de faire. Mais même la première dame, s'il vous plaît, en félicitant son époux, a demandé au chef de l'État de ne pas oublier ce qu'on leur a dit lorsqu'ils ont fait le tour de l'intérieur du pays. Qu'est-ce qu'on lui a dit? On lui a rappelé le dollar, on lui a rappelé le panier de la ménagère et toutes ces choses. Donc, le chef de l'État, pour la formation du prochain gouvernement, n'aura pas de choix que de prendre de la hauteur, n'est-ce pas? Et de dire, oui, j'aimerais bien la géopolitique, poids politique, toutes ces choses, mais limitons cela à ceci. C'est ça que nous disons. Mais pour l'économie, nous n'avons pas besoin d'un ministre de l'économie qui va faire la politique. Nous avons besoin d'un ministre de l'économie qui va mettre en place des réelles politiques publiques pour développer. Écoutez, un article que j'ai publié récemment, nous avons fait remarquer que déjà de par la structure du gouvernement en matière économique, on se rend compte qu'il y a déjà un problème. La République démocratique, l'économie de la République démocratique du Congo a des problèmes structurels. Les problèmes structurels veut dire le problème de l'organisation de son économie. Est-ce que l'économie de la République démocratique du Congo peut être appelée une économie moderne? Oui. Est-ce qu'elle peut être appelée une économie moderne? L'économie, le soubassement de l'économie, c'est la production, n'est-ce pas? Or, la République démocratique du Congo importe plus de 95% de ses biens de consommation, soit l'équivalent, s'il vous plaît, de plus de 2 milliards de dollars mensuels. Or, pour stabiliser le dollar, on n'a que ce qu'on appelle un comité de conjoncture économique. Qui existe déjà. En simple... Qui existe, vous le savez. Oui. Le comité de conjoncture économique, lorsqu'on dit conjoncture économique en français facile, veut dire les problèmes d'aujourd'hui. Bien sûr. Qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui pour soulager? Je dis toujours pour les téléspectateurs, peut-être pour mettre tout le monde dans le bain de ce que je dis, l'économie de la République démocratique du Congo et le gouvernement qu'on a eu, c'est semblable à un monsieur qui souffre de la malaria, n'est-ce pas? Mais à chaque fois, on ne lui donne que des calmants pour calmer la fièvre. C'est ça les mesures conjoncturelles. Les mesures conjoncturelles, ce sont des interventions du gouvernement pour calmer un peu la situation, l'inflation, ainsi de suite. Or, le problème de base demeure. Nous disons que le problème, il est structurel. C'est-à-dire qu'il faut rétablir l'économie qui commence par la production. Alors, l'on peut dire ici, résumer tout ça en un seul mot, que
depuis l'accession de Félix Tshisekedi au pouvoir, depuis 2019, donc avec tout ce qu'il a eu comme gouvernement, ces gens n'ont pas su, bien sûr, arriver à mettre en place une politique qui pouvait quand même commencer à calmer ce qui faisait mal à la population. Non, nous disons qu'ici, il faut d'abord, le premier mandat du chef de l'État, nous savons qu'on l'évalue en deux parties. La première partie, FCCK, c'était carrément la catastrophe. Le chef n'a pas vraiment travaillé. Il a commencé à travailler à la deuxième partie. Mais nous disons qu'il y a à chaque fois un problème de casting, n'est-ce pas? Nous disons ici que l'économie de la RDC souffre de la malaria. Et dipyrone, il y en a assez de donner la dipyrone. C'est ça les mesures conjoncturelles. Passons aux mesures structurelles. Les mesures structurelles, c'est la cure de quinine, n'est-ce pas? Il faut qu'il existe un gouvernement avec un ministre de l'économie qui va avoir le courage, n'est-ce pas, de s'attaquer aux problèmes structurels de l'économie. Et j'insiste que les problèmes structurels de l'économie commencent par rétablir la production. N'est-ce pas? Et nous avons proposé, dans le modèle de croissance que nous avons publié, basé sur la création des effets de levier, nous avons dit que la structure économique de la RDC peut marcher avec ce qu'on appelle l'industrialisation par substitution aux importations. L'industrialisation par substitution aux importations signifie quoi? C'est-à-dire qu'on remarque, on prend la liste top 10 de ce que la RDC importe le plus. On a par exemple le riz. Nous importons beaucoup de riz. On prend le poisson, chinchard, nous importons beaucoup de poissons. Le poulet, nous importons beaucoup de poulet. Ainsi de suite. Nous identifions par exemple 5 produits. Et qu'est-ce que l'on fait? Le gouvernement met en place des mesures d'incitation, n'est-ce pas, pour que ces industries se développent et que les importations soient limitées pour ces produits-là. Parce que lorsque l'on dit on dépense 2 milliards, ça signifie que c'est un marché qui est là. On n'a pas à le chercher, n'est-ce pas? Et je suis favorable à ceux qui pensent qu'il faudrait s'adresser, et moi je dis bien même imposer les importateurs de ces produits-là, de dire que si vous pouvez importer autant de produits, c'est que vous pouvez investir pour que cela soit produit localement. N'est-ce pas? Donc, c'est pourquoi qu'il y ait des castings. Je propose que le casting pour le ministère de développement soit lié au profil de technocrate. Le profil politique, où c'est le représentant des Bachis, c'est le représentant de ceci, qu'on le limite vers le ministère politique. Mais pour le ministère du développement, économie, industrie, agriculture, toute la série, n'est-ce pas, que le chef recherche les oiseaux rares, qui vont avoir le courage. Et au niveau du gouvernement, en plus d'un comité de conjoncture économique, qu'on ajoute un comité de structure économique. Le comité de structure économique, c'est celui qui va regarder courageusement, n'est-ce pas, l'économie congolaise et de voir ce qui ne marche pas. On ne peut pas avoir une économie qui marche si on n'a pas de bonnes finances. C'est pourquoi même dans le modèle de croissance que nous proposons, le premier levier, c'est ce qu'on appelait la financiarisation de l'économie. C'est-à-dire, les finances pour l'économie, c'est comme le sang, n'est-ce pas, dans le corps humain. Si un homme a peu de sang, il n'est pas en bonne santé. Si son sang ne circule pas vite, il n'est pas aussi en bonne santé. C'est ça la situation. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir un ministre des Finances, qui moi je les appelle les ministres des régies financières. Parce que ici, chez nous, le ministre des Finances ne se préoccupe pas à la structure financière du pays. On ne peut pas avoir un pays qui décolle s'il n'existe pas d'autres types de banques que les banques commerciales. Chez nous, il n'y a que des banques commerciales. Or, des banques par définition, une banque commerciale est là pour résoudre les problèmes de trésorerie, de liquidité. Mais ce sont les banques d'investissement qui sont là pour l'augmentation de la production. C'est-à-dire qu'elles voient vers aussi le long terme. Et les banques commerciales travaillent sur le court terme et légèrement le moyen terme. Alors donc vous préférez qu'il y ait aussi des banques agricoles? Les banques agricoles, les banques d'investissement, les banques de l'habitat, c'est le travail du ministre des Finances, n'est-ce pas? L'amélioration de la structure financière. C'est comme ça que je dis qu'il est important
que ce gouvernement soit un gouvernement de défi qui va analyser les questions économiques avec le courage politique nécessaire aux engagements du chef de l'État. Parce que rappelez-vous que le chef de l'État est passé du stade des promesses aux engagements. C'est un cran au-dessus, n'est-ce pas? Engagement veut dire qu'il s'endette, n'est-ce pas? Et il doit le réaliser. Mais pour qu'il le réalise, il lui faut le bon casting au niveau des ministères du développement. S'il y a un politicien qui vient raconter sa vie à l'économie ou qui vient raconter sa vie au ministère de l'Agriculture ou à l'industrie, comment est-ce que le chef de l'État va s'en sortir à la fin de son mandat? Il faut y penser maintenant. Alors, vous avez parlé, bien sûr, vous avez fait une historique depuis 1908, que l'économie congolaise, jusqu'à aujourd'hui, elle paraît, comme qui dirait, elle marche des pairs, mais il y a eu une chute en 1957. Mais qu'est-ce qui fait à ce que, parce que nous avons changé de régime, mais qu'est-ce qui fait à ce qu'il y a des têtes, donc des grandes têtes au niveau du pays, mais qui n'arrivent pas, bien sûr, à résoudre ces bémols qui touchent directement la population? Merci beaucoup. Moi, je crois que c'est le courage politique. Voilà pourquoi j'ai commencé par cette historique, pour que les téléspectateurs comprennent que l'engagement, la direction dans laquelle le chef de l'État s'est mis, c'est une révolution. Parce que ça sera la première fois qu'on va sortir des sentiers battus. Personne ne voulait sortir du modèle industrie extractive. C'est Gécamine, c'est cuivre, c'est cobalt, ainsi de suite. N'est-ce pas? Mais que dire qu'on pense au développement autrement? Plus de 60% de la population congolaise se donne à l'agriculture. Donc, il est assez naturel de piloter, n'est-ce pas, le développement par l'agriculture, parce que l'arrière-pays déjà est agricole. Vous comprenez? Mais il faut juste le courage politique, c'est comme je dis. C'est-à-dire qu'on a 95% et plus de biens de consommation qu'on achète. Vous allez remarquer que les gouvernements se limitent à quoi? Aux réserves de change. On est content qu'aujourd'hui on a 4 milliards de dollars et plus de réserves de change, on atteint même 5 milliards. On est content. Mais qu'est-ce que presque rien pour qu'est-ce que cela veut dire? Plus de 100 millions d'habitants. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut simplement dire qu'on veut perpétrer le système médiocre qui existe. Le système médiocre, c'est-à-dire on ne produit pas, on ne fait que importer. Il faut qu'il existe, lorsque le chef parle de la diversification de l'économie, c'est pour tenter d'inverser la vapeur, n'est-ce pas? Et inverser la vapeur, il ne peut pas le faire seul. Inverser la vapeur, il ne peut pas le faire avec un gouvernement simplement politique, n'est-ce pas? Parce que celui qui est là juste parce qu'il est un bon militant, et qu'on lui donne un poste pompeux, il doit satisfaire sa formation. Il satisfait sa formation, il n'a pas la matière pour aider le chef. Et à la fin du mandat, le chef sera encore seul. Vous comprenez? C'est comme ça que lorsque nous parlons, en connaissance de cause, nous nous disons, mais tiens, il faut que la sonnette d'alarme retentisse maintenant, n'est-ce pas? Et qu'on ne trouble pas le chef de l'État sur la formation du gouvernement. Que la politique soit appliquée dans les autres ministères. Les ministères de développement, du reste, il y en a peut-être 6 ou 7 sur les 50. Ce n'est pas trop grave, mais que le chef puisse avoir des réels patriotes, des réels combattants, n'est-ce pas, qui vont l'amener à mener les défis à bon port. Alors, qu'est-ce que vous, la crème intellectuelle, surtout dans le monde économique, vous faites pour aider les gouvernements congolais afin de se ressaisir pour élever son économie? J'ai publié un tweet la fois passée, j'ai dit, lorsque les scientifiques se taisent, les politiques se perdent. Nous parlons. Voilà pourquoi je suis dans les conférences. Je parle, je publie, n'est-ce pas? Nous faisons des propositions, nous parlons. Je donne l'exemple de la crise du maïs qui arrive. Nous lançons l'alerte. Nous ne comprenons pas pourquoi le gouvernement ne dit rien. Vous voyez un peu, c'est ça le rôle de l'homme de science. L'homme de science éclaire la nation. L'homme de science éclaire le politique. Et c'est ça que nous faisons à longueur de journée, à travers nos conférences, à travers nos publications. C'est ça notre travail. Patrick Onoya, l'économie congolaise,
elle est tenue par les étrangers. C'est quoi la politique que vous pouvez proposer pour que les Congolais eux-mêmes arrivent bien sûr à s'accaparer de leur économie? Merci beaucoup. Ça, c'est la première leçon que j'ai donnée la fois passée sur un séminaire, d'ailleurs, qui était télévisé à l'université de Kinshasa, la faculté d'économie. Oui. Nous avons énoncé un principe important de l'économie de développement. Ce principe, il dit que l'investissement direct étranger se développe facilement dans les pays où il existe une classe des investisseurs locaux. C'est-à-dire que lorsque l'on réfléchit sur la question de l'investissement, on doit changer de fusil d'épaule en République démocratique du Congo. Chez nous, lorsqu'on réfléchit investisseur, on voit d'abord l'étranger. Ouais. Mais or, les études démontrent que il faut d'abord aménager chez vous. Il faut développer une classe d'investisseurs locaux sur laquelle cette classe, donc, les investisseurs étrangers viendront s'appuyer. Pourquoi? Parce que investir, dans le concept de l'investissement, il y a un terme clé, c'est celui du risque. Lorsque l'investisseur étranger doit venir pour investir, c'est le premier qui fait ce qu'il a à faire, son risque est d'ordre 100%. Vous voyez? Mais s'il existe un Congolais, un local, qui le fait même à petite échelle, eh bien, par le fait que ça marche déjà, n'est-ce pas? Même pour 1000 personnes, donc lui, s'il doit étendre cela, une activité à 1 million, il amoindrit le risque. Voilà pourquoi dans notre modèle de croissance économique basé sur la création des effets de levier, le premier levier, on a appelé ça la financiarisation de l'économie. La financiarisation de l'économie, ça veut dire quoi? C'est l'ouverture de l'économie de la RDC à la finance internationale. Okay. Chaque jour ici, lorsque les marchés de capitaux s'ouvrent à travers le monde, il y a 1000 milliards de dollars et plus qui sont disponibles, recherchant les pays qui peuvent les absorber. Mais vous allez vous rendre compte qu'ici chez nous, à part la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, vous y ajoutez un peu la BAD et l'Union européenne, on appelle ça la finance internationale institutionnelle. Nous sommes quasi nuls en finance internationale privée. Mais c'est la finance internationale privée qui a fait du Nigeria ce qu'elle est. L'avantage de la finance internationale privée, c'est quoi? C'est que vous attirez les capitaux vers votre pays et ces capitaux-là sont détenus par le porteur du projet. C'est-à-dire que si vous avez un projet et qu'on a attiré 10 000 $ sur ton projet, c'est ton projet à toi, avec de l'argent, n'est-ce pas, provenant de l'extérieur. Mais la différence, c'est que si c'est l'investisseur étranger qui est venu, ça appartient à qui? À l'étranger. Voyez un peu. Ça signifie que si nous développons les marchés financiers, si nous développons ces atouts à la finance, nous allons émanciper les Congolais. Parce que même quand même il faut rechercher les investisseurs étrangers, s'il vous plaît, on ne va pas chercher l'investisseur étranger pour nous planter le maïs. Il faut qu'on soit sérieux. Mais qu'est-ce qui nous empêche de faire des champs de maïs à grande échelle? C'est quoi? L'argent. Or, si nous nous intéressons, nous intégrons les principes de la financiarisation de l'économie, et naturellement nous sommes disposés à montrer le chemin, parce que moi je suis consultant financier naturellement, donc c'est notre travail, nous pouvons montrer qu'est-ce que l'on fait. Et on dit, ok, quelqu'un m'a dit, le pays va être endetté, le FMI ne va pas accepter. On dit non. Le gouvernement va agir en tant que facilitateur. Et ce sont les privés qui vont recevoir ce financement-là. Or, tant que le gouvernement ne porte pas le fardeau de l'endettement, n'est-ce pas? Alors, les privés peuvent avoir des financements jusqu'à l'infini. Donc, ce sont des modèles qui marchent dans d'autres pays, qui ont fait par exemple qu'un pays tel que le Nigeria devienne la première puissance. Nous devons revoir nos modèles économiques. Donc il faut se servir, parce que pourquoi il y a l'ancien président nigérien qui vient si souvent ici au Olusegun Obasanjo pour donner en tout cas ces... C'est un changement de paradigme qu'il faut, obligé. Alors, donc dans tout ça, il faut qu'il y ait également l'accompagnement des autorités. Mais c'est pourquoi nous parlons du casting. J'ai aimé le chef de l'État, lors de sa dernière sortie médiatique, il a présenté un questionnement. Il a dit pour lui,
il aimerait qu'on réfléchisse sur le fait que les DG d'entreprise, c'est-à-dire que les mandataires d'entreprise ne sont pas des politiques. Bien sûr. Mais naturellement, c'est déjà un bon questionnement. J'ai compris qu'il est dans la dynamique. La politique qui tue exactement. L'économie, faisons l'économie, s'il vous plaît. Parce qu'on a des gens qui sont à la tête des entreprises et qui font la politique. Or, en faisant la politique à la place de l'économie, vous détruisez les entreprises. Donc, quelque part, nous devons nous regarder droit dans les yeux. S'il vous plaît, permettez-moi de présenter une problématique. On peut, tous ici en tant que Congolais, ne pas être contents du fait que les Occidentaux veulent traiter avec le Rwanda. Ouais. Mais, en toute honnêteté, nous devons aussi nous poser la question. Pourquoi ils ne veulent pas traiter avec nous? Nous devons avoir l'humilité de cela. Moi, j'ai fait quelques affaires à l'Est avec des partenaires. J'ai vu la différence des affaires au Rwanda et à l'Est du pays. C'est quoi la différence? Mais la seule différence, c'est naturellement au niveau de la structure de l'économie. Voilà. Comprenez? Au Rwanda, je suis désolé, je ne fais pas l'apologie du Rwanda, mais ils sont beaucoup plus structurés. N'est-ce pas? Chez nous, ici, à la division de mines, lorsque vous êtes à Goma, ne fût-ce que pour poser une question. Il faut attendre le directeur, il faut ceci, il faut cela. Vous sentez que c'est plus compliqué de faire les affaires au Congo. Vous comprenez? Alors, ce sont ces choses-là. Lorsque l'on place des politiques, n'est-ce pas, à la tête d'un ministère tel que celui des mines, moi j'ai vu la liste de ITRI, c'est-à-dire que pour vendre les minéraux de 3T, exporter les minéraux de 3T, il faut être validé par une entreprise qui est une organisation qui est à Londres, qui s'appelle ITRI. Oui. Alors, les partenaires, qu'est-ce qu'ils faisaient? Parce que j'étais là pour négocier, naturellement, les minéraux en République démocratique du Congo. Ils me disaient, lorsque quelqu'un te donne la dénomination de son entreprise, avant de traiter avec lui, regarde sur la liste s'il est un exportateur autorisé. Mais qu'est-ce que j'ai constaté sur cette liste-là? C'est que 75% des entreprises exportatrices des minéraux 3T, c'est-à-dire coltan, cassitérite, wolframite, sont du Rwanda et de l'Ouganda. C'est eux qui ont les droits. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'on avait refusé aux entreprises congolaises de ne pas être éligibles? C'est une politique qui a été mise en place au Rwanda, en Ouganda, d'être, ça me vient en anglais, excusez-moi, j'ai dit compliance, donc d'être en ordre, n'est-ce pas, avec la réglementation internationale, pour que lorsque un fabricant vient, un acheteur vient, il demande, est-ce que tu es en règle? Il dit oui. Mais je vous assure que j'étais allé dans une mission de 2 semaines, j'ai fait 5 mois. À la recherche des Congolais en règle. La matière, il y en a, mais ils ne sont pas en règle. Mais lorsqu'on est à Kigali, on en a plusieurs. Ça n'a pas marché parce qu'on avait un acheteur qui voulait que le certificat d'origine soit de la République démocratique du Congo. Donc je vous parle ici d'un témoignage. Je ne parle pas de fable. Je parle d'une difficulté que nous avons réellement eue à l'Est mais c'était facile au Rwanda. Alors, donc ça signifie que... Nous comprenons pourquoi les chefs de l'État se battent jour et nuit pour harmoniser toutes ces démarches afin que les Congos puissent émerger. Exactement. Et là, je reviendrai, excusez-moi, même si ça semblerait être une chanson, je reviendrai vers le casting sur le ministère de développement. Parce que ce que nous sommes en train de raconter ici, il faut quelqu'un de terrain, il faut quelqu'un qui comprend la problématique, parce que la guerre ici qui est économique, lorsqu'on dit que la guerre est économique, ça signifie qu'il y a un côté compétitivité. Ouais. Ça signifie que la République démocratique du Congo doit augmenter, autant que le chef de l'État fait sa diplomatie, autant que la RDC doit augmenter sa compétitivité. Lorsque vous êtes au guichet unique, les 3 jours sont théoriques de création des entreprises. Les 3 jours sont théoriques, on est à 2 semaines, on est à 3 semaines. On a un guichet unique qui n'est pas présent dans beaucoup de provinces. Kinshasa, ce n'est pas la capitale. Vous comprenez? C'est-à-dire que lorsqu'on analyse la question dans un certain angle, on se rend compte que quelquefois les politiques n'ont pas toujours le raisonnement là où il faut. Ils ont leurs priorités. Vous comprenez un peu? Ils ne pensent pas au lendemain. Disons que le développement, l'amélioration du climat des affaires, le pragmatisme
des affaires, je parle bien du pragmatisme des affaires, ce n'est pas la préoccupation d'un bon politicien. Vous comprenez un peu? Et ici, nous parlons de la pratique des affaires. Oui. Alors, ici, nous insistons que pour le ministère de Développement, pour les entreprises comportant le service social, qu'il y ait des technocrates. Pourquoi pas Onoya? Ce qui est sûr, je ne dirais pas non. Je crois que vous allez présenter beaucoup d'idées pour faire développer ces secteurs économiques. Alors, la banque congolaise, qui est la BCDC aujourd'hui, mais dont les actionnaires sont des étrangers, la République démocratique du Congo n'a qu'un faible pourcentage. Est-ce que vous pensez qu'avec ça, parce que je prends les pays comme le Maroc, il y a d'autres pays, bien sûr, qui ont des banques dans des pays étrangers. Mais à quand les tours de la République démocratique du Congo? Mon frère Ben, c'est toujours avec larmes au cœur que j'écoute ce genre de choses. Permettez-moi une anecdote. Nous étions au forum RDC Angola, ici au Pullman. Les ministres de la RDC parlaient au futur. Mais l'Angola disait ce qu'ils ont fait. Et rappelez-vous qu'avant 2000, ce sont les Angolais qui venaient s'approvisionner en RDC. N'est-ce pas? Ils ont étudié chez nous, ils venaient se faire soigner chez nous. Mais après la mort de Savimbi, vers les années 2000, lorsque l'Angola prend son envol, s'il vous plaît, 20 ans après, l'Angola a atteint l'autosuffisance alimentaire. S'il vous plaît. Nous avons des terres arables qui nous ont été données à Songololo pour notre projet Nectar pour un étudiant. Ça a été l'occasion de voir ce qui se passe à la frontière de Loufou. C'est une économie transfrontalière à sens unique. Nous achetons tout de l'Angola et eux n'achètent pratiquement rien. J'ai fait un tour à Dilolo, mais il faut voir comment les Congolais partent pour s'approvisionner. Or, lorsque je vais revenir à votre question par cela, lorsque maintenant le ministre de l'économie angolais expliquait comment ils ont développé leur secteur agricole, il a dit que nous donnons des financements aux agriculteurs à 6,5% l'an sur 15 ans. Moi, j'ai rigolé. Parce que moi, homme de métier de la finance, je sais qu'à travers la finance internationale, nous savons, je sais, comment on fait pour avoir un financement international pour un pays tel que la RDC, vous l'obtenez à 3% l'an sur 15 ans. Donc, ouvrir une banque d'investissement. Une banque d'investissement, en réalité, c'est un intermédiaire. Comprenez? C'est-à-dire que c'est une structure qui est un entonnoir, qui capte des capitaux, n'est-ce pas, pour les reverser. Nous pouvons aussi le faire. N'est-ce pas? Nous pouvons ouvrir des banques d'investissement, nous captons les capitaux, nous savons les mécanismes, comment on les capte, à 3% l'an, et on peut donner aussi à 6% aux agriculteurs sur 15 ans. Les atouts sont là. Mais l'affaire, c'est quoi? C'est que nous, ici, nous sommes encore en train d'enseigner, n'est-ce pas? Et certains qui nous prennent même pour des rigolos. Mais pendant que l'Angola, ils l'ont appliqué. C'est-à-dire, il est important que nous arrêtions trop de politique. Là où c'est concret, n'est-ce pas? Le monde de la finance internationale, si vous la maîtrisez, si vous l'appliquez, eh bien vous allez voir les fruits. L'Angola, lorsqu'il parlait, moi en tant qu'homme de métier, j'ai compris ce qu'ils ont fait. Directement. N'est-ce pas? Et on peut le faire aussi pour la République démocratique du Congo. Mais il y a eu plusieurs résolutions ressorties dans ces forums qui n'ont pas été mises en pratique. Mais ces résolutions-là, nous, qu'est-ce que nous avons à donner? Inga, n'est-ce pas? On n'a qu'à donner Inga, qu'est-ce qu'on peut donner encore? On peut donner nos terres, qu'est-ce que nous on peut vendre? Eux, ils ont tout à vendre ici, s'il vous plaît. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est pourquoi je parle du problème de structure économique. C'est-à-dire qu'ayons le courage qu'il existe un comité de structure économique, s'il vous plaît. Il n'existe qu'un comité de conjoncture. C'est de voir ce qu'il y a aujourd'hui, comment calmer la situation, quelles sont les mesures gouvernementales. Non, nous disons aussi un comité de structure. Analysons ce qui ne va pas. Analysons ce qui n'existe pas, qui devrait exister dans une économie moderne. Une économie moderne est basée sur la production. Si nous ne produisons pas, commençons à produire. Bientôt ici, ça sera le début de la ZLECAf, donc la zone de libre-échange continentale africaine. Tout le monde veut que la RDC soit là. Pourquoi? Parce que nous serons le marché pour les autres. Et les autres ne seront pas un marché pour nous. Mais il faut un courage politique.
Le chef de l'État a déjà la volonté politique, il faut des animateurs compétents. Donc, s'il faut revenir, tous ceux-là qui ont occupé les postes des ministères, économie, développement rural, agriculture, pouvons-nous dire en bref qu'ils ont failli? Écoutez, en quelque sorte. Nous disons ceci. Soyez courageux pour le dire alors. Oui, je vais parler d'abord comme un enseignant. Ouais. Si quelqu'un a réussi ou il a échoué, c'est par rapport à une évaluation. N'est-ce pas? On a fait une évaluation. Et dans le milieu du développement, dans les ministères de développement, ce n'est pas vous dans votre bureau qui évaluez que vous avez réussi. Si vous êtes ministre de l'économie, c'est la population qui voit, n'est-ce pas, si vous avez réussi ou pas. Si vous êtes ministre de l'agriculture et qu'il y a sécheresse, n'est-ce pas, dans l'Afrique australe et qu'on va avoir une crise du maïs, nous voulons savoir qu'il y a un grenier, n'est-ce pas, que vous avez alimenté, n'est-ce pas, en réserve de maïs. C'est là que nous évaluons que vous avez réussi. Nous devons commencer d'abord par cesser, limiter la politique. Parce que nous, chez nous ici, tout le monde est excellent. Mais le pays n'avance pas. Fixons des critères objectivement vérifiables. N'est-ce pas? Après 6 mois, après une année, voilà. Vous n'êtes pas capable, vous êtes dehors. Patrick Onoya, en tout cas, c'est très intéressant. Mais le temps nous imparti touche à sa fin. Nous allons revenir vers vous parce que les matières, il y en a toujours. Tous ces régimes en économie. On peut beau faire la politique, mais l'économie doit être forte. Et vous qui êtes, en tout cas, un télo en ces matières, vous devrez également enseigner comme vous le faites d'ailleurs, mais vous devrez être en continu. Ces formations doivent être perpétuelles pour que les Congolais arrivent à appréhender quelque chose. Nous vous disons merci. Je vous en prie, mon frère. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci, mesdames, messieurs. Savoir plus, c'est pour bientôt un autre numéro.